On est de retour dans Dupont le matin. Notre invitée est en studio avec nous. Elle est ministre des Transports et de la Mobilité durable et vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. Bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde. C'est la première d'être avec vous. Ben oui, puis c'est la première fois qu'on se rencontre. Vous êtes venu régulièrement dans les studios ici, mais dans Dupont le matin, c'est une première. Je pense que oui, c'est ça que je me demandais depuis 6 ans, mais je pense que c'est la première fois le matin. Je viens d'habitude le midi, je suis déjà venue au retour, mais le matin, première fois. Ben, parce que Mais pas la dernière, j'espère. Ben, j'espère que non, mais si on parle d'autre chose que des fois de la politique, parce que Oui. je fais pas beaucoup de politique. Je trouve ça, tu sais, je trouve que ça fait quoi, plus d'une vingtaine d'années que je fais de la radio, puis on a beau critiquer, dénoncer des choses, puis qu'il y a rien qui change. Il y a rien qui évolue dans le sens où on croit que ce serait peut-être la bonne direction. Puis j'imagine que vous, comme ministre, avez-vous réalisé à un moment donné peut-être que le bateau était tellement gros, puis ça c'est Nathalie Normando qui m'avait dit ça, le bateau est tellement gros que le faire virer de bord, le canal est trop étroit, c'est à peu près impossible. Donc de vraiment être un acteur de changement, quand vous avez décidé d'embarquer en politique, avez-vous remarqué que c'était extrêmement difficile? C'est vrai que c'est très gros, puis c'est très compliqué, puis il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, sur lesquels je n'élaborerai pas trop ce matin parce que ça pourrait être long, mais en même temps, ça prend du monde pour le faire. Puis moi, je suis pas tout à fait... Je comprends le discours de dire il n'y a rien qui change, c'est toujours les mêmes problèmes, après tant d'années, toujours les questions de santé, les questions d'éducation, mais ça prend... comment je pourrais dire, énormément d'énergie, de volonté politique et de courage pour faire des vrais changements. Pas des changements apparents, pas des changements dans le discours, mais des vrais changements. Puis ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce que moi j'essaie de faire au transport, ce que mon collègue fait à la santé, ce que mon collègue fait à l'éducation, c'est le courage de faire des réformes qui prennent du temps, de l'énergie, puis qui font beaucoup parler et dont on peut avoir l'impression des fois, par exemple, les négociations avec les syndicats. Tu peux pas faire de réels changements si tu n'obtiens pas de la flexibilité ou si tu n'obtiens pas quelque chose de nouveau de la part des syndicats. Parce que tu es enfermé dans les mêmes conventions collectives, tu es enfermé dans les mêmes façons de faire, les mêmes... tu sais, c'est du give and take, là. Pardonnez-moi l'anglicisme. Non, mais là, c'est ça. Du donner et prendre, là. Enfin, bon. Dans une négociation... Et si tu n'es pas capable, par exemple, puis là, on a conclu les négociations avec la FIC, puis on est très heureux de ça, mais si tu n'es pas capable de dire... Moi, par exemple, dans un hôpital, des médecins, des infirmières, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, je suis correct. À Montréal, à Québec, je suis correct. J'ai besoin d'avoir des gens la nuit en Abitibi le samedi. Si t'es pas capable d'aller chercher ce genre de flexibilité-là, c'est un exemple que je vous donne parmi d'autres. Je pourrais vous parler de la santé, de l'éducation, plein d'autres exemples, puis dans d'autres domaines aussi. C'est le genre de réforme et c'est le genre de changement qui demande beaucoup de temps. Parce qu'on est habitué au Québec de toujours faire les mêmes affaires. Et comme je dis souvent aux gens, si c'était simple de faire des changements, quelqu'un l'aurait fait avant nous. Vous le dites, là, c'est la même chose depuis toujours. Des gens l'auraient fait avant nous. Il y a eu des gens bien intelligents qui ont passé avant. Vous me parlez de Mme Normando. Les gens ont essayé et ils n'ont pas réussi. Alors là, nous, on se propose de réussir et on a réussi certains gains qui n'avaient pas été acquis avant. Oui, mais ça avance très peu, là. Mais c'est parce que c'est ça, c'est compliqué. Mais les gains qu'on a obtenus, puis je pense beaucoup à la santé parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent en ce moment, là, ils se disent, moi, j'ai besoin d'être capable d'aller à l'urgence, de voir un médecin, de passer au triage, d'avoir accès à une clinique et tout ça. Je vous donne l'exemple de la santé depuis tantôt parce que je pense que c'est ça qui préoccupe le plus les gens. Je vous parlerai du transport plus tard, peut-être. J'imagine qu'on va y arriver. Mais donc, ça prend du courage, ça prend du temps, puis de l'énergie, puis de la volonté pour faire ces changements-là. Et on a tout ça, nous. On a tout ça. Le courage, la volonté, l'énergie, le temps, l'argent. On a doublé les budgets. T'sais, on a tellement augmenté les budgets. Mais on peut pas juste mettre de l'argent éternellement sans changer le fond du problème. Mais vous, Mme Guilbeault, là, au départ... vous devez être un peu désillusionné de voir que, justement, de se frapper à des syndicats, à des gens qui sont boqués dans leur position, puis que de faire évoluer la situation. Eux, ils n'ont pas cette vision-là. Ça doit être décourageant de dire, tu sais, d'avoir envie d'abandonner, de dire, on a beau essayer, on fait des petits gains, mais on changera jamais la structure, puis nous, on regarde aller ça. L'État n'a jamais été aussi gros qu'il est gros là, puis ça, c'est à cause des syndicats. Donc, c'est la première barrière, c'est les syndicats. Fait que c'est décourageant de voir qu'en réalité, on a beau avoir les plus belles ambitions possibles, on ne sera pas capable de changer rien. Ou à très peu, en tout cas. Faut faire attention parce que, comme je vous disais, là, par exemple, si on prend l'exemple de la santé, on est capable d'aller chercher certains gains, mais c'est sûr que c'est long et c'est compliqué. Il y a des grèves, il y a des votes de grève, il y a des négociations, des propositions, des contre-propositions. Ça prend du temps, mais on y arrive.
On y arrive. Et il y a des syndicats aussi qui... à un moment donné, les gens vivent dans le même monde que vous et moi. Là. Ils voient qu'il y a des besoins, ils voient qu'il y a des choses qui changent, ils voient qu'il y a une volonté de la part des Québécois d'avoir des meilleurs services. Tu peux pas rester braqué sur tes positions éternellement. À un moment donné, le gouvernement est là de bonne foi en disant j'ai besoin d'avoir, je donne l'exemple des infirmières, le samedi soir en Abitibi puis en Outaouais. Bien, aide-moi à t'aider, aidons-nous, puis offrons des meilleurs services. Donc, il y a de l'ouverture, mais c'est sûr que ça prend du temps. Le système est ainsi fait. Le système est ainsi fait au Québec. Alors, ça passe par des négociations avec des syndicats, entre autres. Il y a d'autres facteurs aussi. C'est pas uniquement les syndicats. Mais quand on parle en termes budgétaires, je vous le disais, les budgets en santé et en éducation n'ont jamais été aussi élevés qu'en ce moment. Puis c'est vrai aussi en transport, d'ailleurs. Là, on va y arriver. Mais en même temps, un budget... On n'a jamais mis tant d'argent dans tout. Fait qu'on a besoin qu'à un moment donné, les services aussi s'améliorent. Et ça passe par du give and take, comme je disais. Et ça passe par une volonté commune d'avoir de la flexibilité, de faire les choses de manière plus agile, plus efficace. Et c'est là-dessus qu'on travaille. OK. Mais là, de mettre plus d'argent, c'est une chose. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça drôle que on se vante de dire on met plus d'argent. Puis nous, comme citoyens, on voit pas nécessairement plus de résultats. Fait que, tu sais, mettre de l'argent, puis qui va être tout simplement pris par soit, comme je disais, l'État trop gros ou des fois trop d'administration, trop de choses compliquées. Donc oui, on met plus d'argent, mais le résultat à la base, c'est que nos enfants sont pas mieux desservis dans les écoles qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Il n'y a pas moins de bouchons de circulation sur les routes. En santé, il n'y a pas moins d'attente là, pour les opérations. Les délais n'ont pas bougé du tout. Et pourtant, on met plus d'argent. Est-ce que on ne devrait pas se dire, crime, à partir d'aujourd'hui, faut faire mieux avec moins? C'est ça, il me semble que ça devrait être ça, le vrai dicton. Arrêtons d'injecter du cash, puis injectons de la volonté que tout le monde en fasse un peu plus, non? Bien, je suis d'accord avec vous. C'est un excellent principe. Puis en théorie, c'est facile comme ça de se dire ça entre nous. Mais tu sais, là, vous me donnez l'exemple de l'éducation. Prenons l'éducation. On a négocié avec les syndicats en éducation. Rappelez-vous, il y a eu des grèves, là. À Noël passé, juste avant Noël passé, on a réglé ça. Parce qu'on se disait, est-ce que les enfants vont être capables de retourner à l'école après Noël? Et on a conclu les négociations. Mais les gens appuyaient les syndicats qui étaient en grève parce qu'ils disaient, c'est vrai que nos profs méritent mieux. Et vous savez, nous, on était d'accord. Le résultat, c'est qu'on paie encore mieux les professeurs qu'avant. Donc, les profs sont mieux payés maintenant au Québec. Moi, je suis pour ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi, mes enfants sont à l'école, on voit comment ils se démènent. C'est la même chose, les éducatrices en garderie sont mieux payées qu'avant. C'est des gens qui se démènent pour nos enfants, sont mieux payés. Mais les mêmes personnes qui appuyaient les syndicats en grève et les professeurs qui revendiquaient sont les mêmes personnes qui actuellement probablement se disent pourquoi on a un déficit de 11 milliards, ça n'a pas de bon sens. Mais il faut comprendre qu'il y a un lien de causalité dans tout ça, là. Il y a un lien de causalité. Pourquoi on a un déficit? Parce qu'on donne des meilleurs salaires à nos profs, à nos infirmières, à nos éducatrices, etc. Donc, peut-être qu'il y a des services qu'on n'avait pas les moyens de se payer. Ben, c'est-à-dire qu'on n'est même pas comme je dis des fois, sur le béton, sur les infrastructures, sur des nouvelles écoles et tout ça. C'est des dépenses budgétaires. On donne des meilleurs salaires à des gens qui, on en convient tous, le méritent. Mais ça coûte de l'argent. Ça coûte des centaines de millions de dollars récurrents. C'est pas une dépense ponctuelle que tu fais cette année, puis l'année prochaine, tu vas pouvoir faire d'autres choses. C'est récurrent, ces salaires-là, tu peux pas les diminuer après. Alors, tu as une nouvelle base budgétaire salariale où tu dois donner des meilleurs salaires à des gens qui le méritent. Il faut que tu composes avec ça. Alors, pour compenser, tu coupes où? Puis je suis d'accord avec vous, il y a des choses. Puis c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. C'est que là, on n'a plus les moyens de nos ambitions. Bien, on essaie de faire mieux avec plus, de faire plus avec moins. On essaie tout le temps, mais des fois, il y a des décisions qui ont un prix, mais qui, quant à nous, sont les bonnes. Rappelez-vous le gouvernement libéral avant nous, que les coupes qu'il y avait eu, là, les coupes sauvages, même Carlos Leitao, qui a été ministre des Finances, un éminent ministre des Finances, Gaëtan Barrette, qui a été ministre de la Santé, disent aujourd'hui, on le regrette parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on est encore en train de réparer aussi on a ça. le droit aussi de regretter une décision. Là. Je veux dire, vous avez changé d'idée 3 fois pour le troisième lien. Ben, c'est ça. J'attends qu'on parle. J'espère qu'on va avoir le temps d'en parler avant que je reparte à l'Assemblée nationale. Mais tu sais, je le sais même pas ça me tente. Des fois, ça coûte cher, mais c'est pour des bonnes raisons, puis c'est compliqué. C'est très compliqué, mais on fait des changements. C'est ça l'important. On n'est pas là pour être populaire, on est là pour changer le Québec. Je pense pas que ça me tente de parler du troisième lien parce que vous l'avez promis, dépromis, repromis, dépromis. On le sait plus. Moi, j'habite à Lévis. Moi, là, il arriverait à côté de chez nous. Là. Et puis là, je me dis, moi, ce serait pratique pour moi, mais en même temps, là, je me dis, ils ont gagné des élections
dans la région de Québec avec cet élément-là. Fait que là, tu sais, à un moment donné, on va arrêter d'être naïf puis on va passer à un autre sujet. C'est pour ça que celui-là, vous ne trouvez pas que vous l'avez brûlé là, en changeant d'idée trop souvent là-dessus? Bien, je suis d'accord avec vous sur le problème de scepticisme. C'est pour ça que, tu sais, je dis, j'espère qu'on va en parler, dans le sens que c'est un de mes dossiers, mais si on n'en parle pas, c'est correct aussi, parce que moi, quand on est dit, là, on va le faire une fois pour toutes, et il y a un scepticisme très compréhensible. Donc, moi, ce que je fais, c'est des communications, des mises à jour régulières sur l'avancement du projet, et au fil du temps, les gens vont pouvoir constater factuellement que le projet avance. Okay. Parce que même si j'arrivais en grande pompe en disant, hey, savez-vous quoi, je vais faire un troisième. Avez-vous? Alors là, mais là, on a franchi des étapes importantes. Puis l'engouement du marché international. Et bientôt, je vais publier la liste des entreprises. Parce que, tu sais, je disais la semaine passée, j'ai 23 entreprises qui ont répondu à l'appel d'intérêt. C'est le plus grand nombre. Dans tous les appels d'intérêt qu'on a fait sur des projets d'infrastructure majeure au transport, c'est le plus grand nombre qu'on a eu, la meilleure réponse positive qu'on a eue de la part du marché. Et je vais être en mesure de donner les noms de ces entreprises-là. Donc, les gens vont pouvoir savoir quel genre d'entreprises ont levé la main. Est-ce que vous avez vu... C'est quand même des entreprises d'envergure. C'est sérieux. Là. Avez-vous vu le Gordie Howe Bridge? Le pont Gordie Howe. Ça vous dit rien, hein? Ben, probablement que je l'ai vu, mais il faut juste entre me dire... Windsor et Détroit. Je ne sais pas s'il a été... Moi, je suis allé visiter le Gordie Howe Bridge. Non, je l'ai pas vu, c'est un pont majestueux. C'est un des plus grands projets de pont au Canada. Il a été géré entièrement par le Canada et c'est un pont qui a la complexité de recevoir des véhicules qui devront s'immobiliser parce qu'il y a des postes douaniers des deux côtés. C'est un projet d'envergure incroyable. Moi, je suis allé, il était dans sa phase finale l'année passée, au mois de mars. Le Gordie Howe Bridge, qui est le plus gros pont au Canada actuellement, a été fabriqué ici à Québec. Juste ici, là, chez Can-Am Bridge, juste le long de Laurentien. Puis je me dis, OK, là, on va nommer des entreprises internationales. On a annoncé un pont à l'île d'Orléans, puis on a pris un consortium français pour faire ce pont-là, qui, eux, devront construire une mini-shop sur les grèves du fleuve pour assembler les morceaux. Pendant que nous, tous les jours, il y a des camions qui partent de chez Can-Am Bridge, ici, le long de Laurentien, et qui allaient livrer des pièces pour le plus gros pont au Canada, qui est à Détroit. Je me disais, comment on n'est pas conscient de ce qu'on est capable de faire ici, ce qui est si proche et assurément économique. Hey, si on fabriquait le pont de l'île ici, le long de Laurentien, plutôt que faire affaire avec... Je comprends pas. Tu sais, puis j'aimerais ça, je me disais, j'aimerais ça que vous preniez un week-end, 2 jours, go, on va à Détroit, je vais aller voir le pont. Puis là, ils vont vous organiser une visite. Ils m'en ont organisé une. Je l'ai vu. Puis je me disais, Batins, pourquoi que nous, on n'est pas capable de faire ça? Puis même pour le 3e lien, le Gordie Howe Bridge, ce serait la solution. Fait que je comprends pas. Puis ça, c'est en passant payé par le fédéral. Là. C'est entièrement canadien, ce projet-là. Fait que... Bon, on aimerait ça que le fédéral paie pour le 3e lien aussi, en passant. Oui, absolument, absolument. Puis je sais qu'ils sont pas intéressés, là. Fait que... mais il y a quand même des comparaisons et des choses à voir. Vous devriez jeter un coup d'œil à ça, parce que c'est une belle réalisation. Mais là, on a des belles capacités au Québec. Puis pour le pont de l'île d'Orléans, il faut quand même préciser que BC fait partie du consortium, là, après... T'sais, dans le joint venture, ils ont quand même une part importante. Alors, puis ça, c'est une compagnie québécoise, donc on en est fiers. Puis vous avez raison, on a des belles capacités, mais vous connaissez les règles ici. Il y a les gens soumissionnent, puis il y a des règles qui encadrent ça, parce que, tu sais, c'est pas... Si on allait faire du gré à gré pour des projets qui coûtent des milliards, probablement qu'on se ferait reprocher d'avoir choisi nous-mêmes l'entreprise. Puis là, on aurait toutes sortes de contrôles qui nous diraient ça n'a pas de bon sens de faire ça. Alors, il faut composer avec les règles qu'on s'est données comme nation du Québec. Mais ces gens-là, toutes les entreprises peuvent lever la main en ce moment-là. Puis peuvent se qualifier parce que la prochaine étape, ça va être l'appel de qualification. Donc là, les gens intéressés ont levé la main, on les rencontre tous ceux qui acceptent d'être rencontrés. Et ensuite de ça, il va y avoir l'appel de qualification. Donc là, ça va être beaucoup parce que, tu sais, l'appel d'intérêt, c'est un formulaire, somme toute, sommaire. Tu sais, voici qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, puis ça, puis pourquoi ça m'intéresse. Et l'appel de qualification, il faut étoffer sa candidature pour démontrer qu'on a la capacité réelle, la robustesse, la capacité financière en termes de ressources d'expertise pour faire un projet comme ça. Et éventuellement, il y a l'appel de proposition. Puis moi, ce que je disais, juste pour peut-être clore sur le 3e lien, je veux qu'on franchisse suffisamment d'étapes significatives avant la prochaine élection, parce que vous avez raison, on a fait 2 élections sur le 3e lien. Pensez-vous, moi, en plus, je suis élu à Québec, que j'ai envie de refaire une élection, puis aller serrer des mains, puis dire, hey, je vais faire un... Tu sais, pour moi, là, ça va être acquis. Je vais aller à la prochaine élection, je vais dire, voyez le 3e lien, c'est en train de se faire, puis c'est un dossier réglé pour nous. C'est ça, ça ne peut pas changer de bord. Maintenant, je veux parler à Geneviève Guilbeault.
la femme. Est-ce que vous êtes embarqué dans cette aventure-là, c'est allé très, très vite. Est-ce que des fois, vous trouvez que vous êtes moins de bonne humeur parce que vous êtes bombardé de tous bords, de tous côtés? Trouvez-vous la vie plus difficile qu'avant, par exemple, la politique? Vous êtes épié? C'est sûr qu'il y a la perte de l'anonymat. Ouais. Qui fait qu'effectivement, on est épié. Les gens sont très gentils puis tout ça, mais c'est sûr que si je vais à l'épicerie à moitié pas habillée, pas maquillée, les gens s'en rendent plus compte qu'avant. Disons ça comme ça. Je peux l'assumer, puis c'est pas grave, là, mais le faites-vous pour vrai? C'est différent. Des fois, j'en connais beaucoup qui se maquillent pour aller à l'épicerie et qui sont pas connus de personne. Non, mais c'est ça. Moi, des fois, la fin de semaine, puis tout ça, puis tu sais... Puis moi, l'épicerie est à côté de chez nous. Moi, j'habite dans ma circonscription. Je vis toujours, moi, avec mes citoyens. Je viens de Louis Hébert, de toute façon. Avant de faire de la politique, je viens déjà de là. On a grandi là. Alors, tout ça pour dire que... est-ce que je suis moins de bonne humeur? Des fois, des choses... Mais je vais le dire, là, puis c'est exactement l'introduction que vous avez faite. Moi, j'ai pas de patience. J'en ai jamais eu. Je suis née comme ça. Et j'ai eu 2 enfants. Fait que le peu de patience inexistante que j'avais pas est déjà écoulé avec mes enfants. Et là, j'arrive dans un système parlementaire, entre autres, puis le gouvernement, mais le Parlement, là, c'est tout un fonctionnement aussi, là. Je viens de faire adopter, on vient de terminer un de mes projets de loi, et la façon dont ça fonctionne, tu peux te faire garder en commission parlementaire enfermé là pendant des heures infinies. Infinies. Mais là, jusqu'à temps que chaque article soit... Mais t'as la garderie qui ferme, là, tantôt, là? Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est des horaires convenus. Tu sais, c'est des plages horaires préconvenues, par exemple, de telle heure à telle heure, puis ça va ajourner à telle heure. C'est juste que si on décide qu'on garde un ministre en commission parlementaire longtemps, on fait du temps. Puis là, je dis ça, puis c'est même pas... peu importe qui forme le gouvernement, forme les oppositions, c'est de tout temps, ça. Nathalie Normando pourrait vous le dire. Là, c'est ce qu'on appelle des filibosses. Fait que là, t'es là, toi, le ministre, puis là, il y a les oppositions. Puis là, ils font du temps. Ils ont droit à 20 minutes. Puis là, quand 20 minutes finissent, ils peuvent déposer un amendement. Fait qu'ils ont droit à un autre 20 minutes. Puis ils font ça pas pour avancer la patente, juste pour vous niaiser. C'est pour gagner du temps. Mais c'est pas... Comment je pourrais dire? Faut pas le voir comme... C'est pas une faute que j'attribue à un parti en particulier. C'est la manière dont le système est fait. Moi, j'ai été dans l'opposition. Je veux dire, je l'ai joué le rôle de l'opposition. Maintenant, je suis dans le gouvernement. On sait tous, tu sais, pour les gens qui ont été des deux côtés, le système est ainsi fait. Et moi, je suis pas ni pour ni contre ce système-là. Je pense qu'on devrait faire une réforme parlementaire à un moment donné, pas juste pour ça, pour d'autres affaires, mais c'est que si les gens savaient le nombre d'heures qu'on peut passer pour accomplir une certaine chose, puis le nombre d'élus payés avec les fonds publics dans une pièce qui attendent pendant ce temps-là, c'est fou. Puis pour reprendre les propos d'un collègue, un collègue très avisé que je nommerai pas, mais peut-être même qu'il voudrait que je le nomme, mais je le nommerai pas. Il n'y a aucune entreprise privée qui fonctionnerait, qui serait très rentable à fonctionner de même. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, autant au ministère des Transports qu'en santé, là, on fait juste rajouter des couches. En santé, Santé Québec, on n'a rien que rajouter une couche. Mais là, j'étais sur le système parlementaire, qui n'est pas le gouvernement. Je comprends. Mais le système est quand même... C'est lourd. Mais c'est correct, c'est la démocratie. Puis les gens, puis si les oppositions étaient ici, ils diraient, mais c'est normal, nous autres, il faut qu'on joue notre rôle d'opposition, puis le gouvernement n'a pas toujours raison, puis il faut qu'on puisse avoir notre chance de s'exprimer. Puis c'est très vrai. C'est juste que tout ça prend tellement de temps, puis pendant ce temps-là, on peut pas faire autre chose. Alors, des fois, moi, je me dis, pour en revenir à est-ce que je suis de moins bonne humeur, des fois, quand je vois cette perte de temps, pas cette perte de temps-là, mais le temps que ça prend pour faire quelque chose, la lourdeur, le temps, les salaires qui sont payés dans une pièce pendant ce temps-là, alors qu'on pourrait faire autre chose, encore là, c'est pas la faute de personne. C'est le système qui est comme ça depuis toujours. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Souvent, je le nomme au micro comme ça, parlementaire, c'est tout enregistré, puis je le dis. Madame la Présidente, j'ai besoin de dire là, qu'on est 11 élus payés ici en ce moment. Il y a toujours juste une personne qui parle, les 10 autres attendent. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Non pas qu'il n'y a pas un travail à faire, puis tout le monde a sa job à faire dans la pièce. Mais... On va l'enregistrer, vous m'enverrez à cassette. Vous m'enverrez à cassette. Le ministre de la Santé qu'on a gardé des centaines d'heures en commission parlementaire, pensez-vous qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, le ministre de la Santé? Donc, c'est un système qui est fait d'une manière où... Imparfaite. Il y aurait peut-être moyen de l'améliorer. Disons ça comme ça. Nicolas. Considérant tout ça, parce que y a des politiciens dont on doute de la bonne foi. C'est pas votre cas, c'est pas le cas de Mme Lebel et tout ça. Je pense que votre volonté est là. Si on se recule de la machine puis qu'on regarde objectivement, qui a le gros bout du bâton au Québec?
parce que je pense pas que ce soit le contribuable. Vous allez peut-être me dire que oui. Je suis pas sûr que c'est le gouvernement. Je pense qu'il y a une bonne partie des syndicats. Est-ce que c'est les sous-ministres? Qui a le gros bout du bâton au Québec dans la structure actuelle? Bien, le gros bout du bâton, ça dépend comment on le voit. C'est sûr que le gestionnaire des fonds publics, c'est le gouvernement qui est dépositaire du bien commun et aussi gestionnaire des fonds publics. Dans ce sens-là, souvent, on dit c'est l'argent. Là. Bon, où est l'argent? L'argent, les taxes sont envoyées aux villes pour les taxes foncières, au gouvernement pour la TVQ, pour les impôts et une partie au fédéral aussi. Mais on fonctionne dans un système, là, on vient parler du système, puis on l'a dit au début, là, il y a un régime au Québec qui fait en sorte que des fois, les marges de manœuvre décisionnelles, même pour un gouvernement, doivent composer avec, entre autres, oui, les syndicats, puis la conjoncture économique, puis les changements de gouvernement aussi, il y a ça. Tu sais, des fois, aux 4 ans, il y a une élection. Fait que souvent, comme quelques mois avant, les choses sont un peu mises sur pause parce que tout le monde dit on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec le prochain gouvernement. Puis là, il y a une élection. Regarde, l'année prochaine, il y a une élection fédérale municipale. L'année d'après, ça va être le provincial. Fait qu'à travers tout ça, moi, je me mets toujours à la place du contribuable. C'est ça, là. Tu sais, je vous le disais tantôt, il paie mon salaire. Ma job, c'est d'être utile. Si je suis pas utile, je devrais pas faire ça. Oui, mais c'est parce qu'en même temps, vous l'avez dit, vous êtes pris dans un carcan. Mais oui, on est dans un système. Je disais au début là, que le bateau était dur à faire virer, même impossible à faire virer de bord. C'est un peu ça que je veux dire. Puis je ne vois pas de solution comment on pourrait améliorer les choses, diminuer le pouvoir du syndicat parce que c'est un pouvoir qui est beaucoup trop grand. Puis peut-être, vous, par exemple, au transport, s'il y a un ou deux incompétents, là, on vous a vu aller dans l'affaire du pont de Québec. Là. Je sais que c'est pas vous qui avez décidé de mettre un tablier du pont en béton. Il y a tout bien quelqu'un qui a dormi au gaz dans votre gang, là. Puis vous pouvez pas le mettre dehors. Pas lui dire, hey, tossez-moi cette épée-là, puis on va en mettre un autre. Tu sais, il y a eu un cafouillage avec le pont de Québec. Puis là, tu sais, on dirait qu'on est menotté, puis on va essayer de revirer de bord, mais ça va être très difficile. Donc, tout l'ensemble de la machine est très lourde là, à faire bouger. Bien, c'est pour ça que ça prend du courage pour faire des vrais changements. Parce que sinon, on fait juste faire la même chose que ceux d'avant. Puis ça passe, oui, par les syndicats. Sur le pont de Québec, par contre, là, nous autres, ça fait longtemps qu'on le travaille, le projet de tablier. Tu sais, le pont de Québec, là, juste pour le bénéfice des gens, parce que des fois, c'est peut-être pas clair, c'est le CN qui était propriétaire du pont de Québec, le Canadien national. Et nous, on a un bail, le gouvernement du Québec. On a un bail avec eux. Le dernier qu'on a signé, c'est en septembre 2022, un bail sur 10 ans jusqu'en 2032. Et notre responsabilité, c'est le tablier, fait que la chaussée sur laquelle on circule. Et ça fait longtemps qu'on travaille notre projet pour remplacer la chaussée actuelle qui est usée. Donc, ça prend un nouveau projet. C'est pas nouveau, là. Non, mais c'est pas nouveau, mais en béton, c'est une mauvaise idée. Ben oui, mais c'est parce que là, le fédéral, cet été, vient enfin, 8 ans plus tard que leur promesse, de prendre la propriété du pont de Québec. Et là, ils disent, ah, non, ce tablier-là, finalement, ça convient pas. Mais nous autres, ça fait longtemps qu'on le travaille, le tablier. Oui, mais vous travaillez là, dans le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin, le béton est trop pesant pour un pont. Oui, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on échange ces informations-là avec le propriétaire du pont. On nous a jamais signalé avant que ce tablier-là pourrait pas fonctionner. Et là, eux autres viennent d'arriver avec des données qui datent de 10 ans et jugent que le tablier n'est pas bon. C'est peut-être ça. Puis on va en faire un nouveau projet de tablier. Mais ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est qu'un ministre du gouvernement fédéral vient dire, ça fait 5 minutes qu'ils sont propriétaires du pont, et lui vient dire, les camions pourraient passer sur le pont de Québec, on n'a pas besoin de troisième lien. Alors que son propre gouvernement vient de m'envoyer une lettre en septembre pour dire que non seulement les camions ne peuvent pas passer, mais peut-être même les autobus pourraient plus passer avec, dépendant du tablier qu'on fait. Fait que moi, ce que j'ai dit, puis là, on a convenu, lui et moi, là, qu'on parlerait plus dans les médias. Là, d'ailleurs, bon, s'il m'écoute... Non, mais c'est ça. S'il m'écoute, M. Duclos, c'est pas... Tu sais, c'est juste pour dire que... je pense qu'il faut être cohérent aussi. Là. Je comprends, ils viennent d'être propriétaires du pont. On va travailler avec eux sur un nouveau projet de tablier. L'important, c'est la sécurité du monde. On veut que les gens puissent passer sur un tablier en bon état, une chaussée en bon état et sécuritaire, que le pont va être capable de supporter. Mais de penser qu'on pourrait faire passer des camions là, en plus de tout le reste des autobus qui passent déjà, en réduisant 3 voies à 2 voies, donc somme toute avoir moins de voies disponibles pour traverser les rives. Disons que moi, c'est pas une solution qui me paraît... Bon, ben moi, je vous trouve quand même assez patiente. Merci de nous avoir... Avez-vous assez de patience? Ben, moi, je ne vois pas pressé. Avez-vous assez... Moi, il faut que j'aille à l'Assemblée, justement, m'asseoir au Salon Bleu. J'ai une dernière question, Steph. Avez-vous assez de patience pour prendre la place de M. Legault, vous pensez?
Non, franchement. Monsieur Legault, j'adore mon chef. Non, je sais. Je suis fan numéro 1 de mon à chef. un moment donné, il faut tous penser à une sortie. Là, je veux dire, à part Joe Biden là, qui se l'est fait montrer, les autres, il faut être assez intelligent pour dire qu'à un moment donné, il faut laisser la place. Il a dit qu'il serait là au prochain. Ben oui, c'est ça. C'est l'homme de la situation. Ouais. Pour reprendre les Êtes-vous la femme de la mon situation, collègue, vous aussi, non? Oui. Ben, j'essaie de l'être dans mon ministère puis de faire avancer les projets à Québec. On est à Québec ici. Puis, tu sais, moi, je suis fière. Puis, quand je vais partir, je sais pas si je vais rester jusqu'en 2026 au transport. Je le souhaite, mais c'est encore là, c'est mon chef qui décide. Mais nos 2 gros projets à Québec avancent actuellement. Alors, ça, je pense que c'est un très beau leg. Ça fait des années qu'on en parle de l'un comme l'autre. Et là, en ce moment, ça avance. Karen. La conciliation travail-famille. Vous avez eu vos 2 enfants en faisant de la politique. Oui. Je me souviens, vous étiez enceinte en pleine campagne électorale en 2017. Comment ça se passe? Ben, on s'organise. C'est sûr que c'est ça. Il faut être bien entouré. Des fois, quand j'entends ça, tu sais, je pense que si les gens pouvaient me suivre pendant une semaine, là, tu sais, les défis de la conciliation, ils sont réels, au-delà des discours, des fois théoriques qu'on entend, là. Mais ça se gère bien. Mais je vous le disais, moi, je suis élue à Québec. Donc, c'est sûr que je suis proche du Parlement. Je vis dans ma circonscription. Mais, tu sais, je vis la même vie. Puis l'école est dans le Puis coin. il y a plein de monde qui ont des défis. Tu sais, les gens qui ont des PME, les gens dans le milieu agricole, dans le milieu de la santé, justement, qui font des chiffres de nuit et tout ça. On est plusieurs à vivre avec ces défis-là. Donc, je pense que ça se fait. Mais quand on a la chance d'être bien entouré, ce qui est mon cas, c'est sûr que ça aide. Sinon, c'est pas possible. C'est des gros défis. Vous avez raison. Tu sais, en santé, là, je regarde, tu sais, ma blonde pour l'été prochain, là, c'est pas décidé encore. Elle a 21 ans d'ancienneté et elle aura probablement pas de vacances pendant la période des vacances des enfants. Fait que là, tu te dis, OK, là, on a choisi la bonne carrière, puis on est-tu dans le bon domaine après 21 ans d'expérience, là? Pour commencer hier, là, 21 ans de temps plein. Pas de vacances dans les 9 semaines des vacances des enfants, des vacances scolaires. Fait que là, tu te dis, OK, là, il y a quelque chose qui marche pas, là, tu sais. Donc, c'est là où il faut mettre des fois un peu de pression et un peu parler. Puis, juste pour vous encourager, mes garçons, moi, ont 22 et 24 ans. Puis à 8 et 9 ans, ils me demandaient autant de temps qu'ils m'en demandent là. Ça fait que c'est pas, ça achève pas votre affaire. Là. Je fais encore les lunchs, Okay. hein? Ah oui. À 24 ans? Ah oui, j'étais un peu ben débile. là, il y a peut-être un peu de mon problème? Papa gâteau, là. Ah, peut-être. Mais je sais pas, là, tu sais. Mais en même temps, c'est cute. Ben oui, quand on veut les voir, le seul moyen, C'est on la a dit nourriture. longtemps. Ben Ouais, oui, non, c'est c'est ça. vrai. L'argent, la bouffe, c'est ça. C'est de même que t'es attires à ce Les temps-là. chars et les Moi, cellulaires. ils sont encore prisonniers de moi. Ils sont obligés d'être avec moi. Mais c'est vrai qu'il vient un jour, il faut que tu les attires autrement. Je les achète. Moi, je les achète avec des chars et des cellulaires. Puis des troisièmes liens. Puis des troisièmes liens. Merci beaucoup, Mme Guilbeault, d'avoir pris tout ce temps pour nous. Merci à vous. C'était Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. On vient.